Alors, si vous voulez bien reprendre place, et s'ils sont déjà dans la salle, les présentateurs peuvent directement me rejoindre sur scène. Voilà. Donc, il y a Mélinda, que je ne vois pas. Ah si. Installez-vous. Oui. Donc, sur ce dernier temps de la journée, on a parlé tout à l'heure du temps de rencontre qu'on a eu hier entre les administrateurs et les délégués régionaux, départementaux. Donc, on va vous rendre compte des échanges qu'on a eus. Vous avez pu le constater, enfin, si c'était nécessaire, dans les ateliers de ce matin et de cet après-midi, que les PAEJ, c'est des dispositifs qui s'adaptent aux situations diverses et variées, au contexte des territoires. C'est lié à la fois à des volontés politiques, un historique et puis des types de portage aussi. Donc une fois qu'on a fait ce constat, on en arrive à une diversité de PAEJ sur le territoire, ce qui est une bonne chose et qu'il faut préserver parce que c'est ça qui garantit après la bonne mise en application de l'offre d'accompagnement des PAEJ. Mais dans le même temps, il faut qu'on puisse mettre en place et en lumière aussi ce qui fait notre culture commune. Donc c'est ça qu'on a commencé à travailler hier. Qu'est-ce qui fait notre culture commune ? Ou quel collectif pour les PAEJ pour justement permettre une bonne lisibilité, une bonne visibilité du dispositif, comme on le disait ce matin. Donc vous voyez qu'il y a deux axes qu'on a identifiés là pour l'instant. Il y a le référentiel d'agrément et de labellisation qui lui a été publié en avril. Et le deuxième axe, c'est celui que nous on va avoir à faire en tant que tête de réseau, c'est de favoriser une culture commune, partager des outils, penser et questionner nos pratiques. Donc c'est en ça qu'on a évoqué la possibilité d'un projet associatif de la NPAEJ, de le mettre en œuvre, parce que jusqu'à présent, à la NPAEJ, il y avait une charte que l'on présentait à nos adhérents. Il y a des statuts, bien sûr, associatifs, mais il n'y avait pas de projet asso clairement défini. Donc on a commencé ce travail hier. Alors là, je vous ai sorti un petit schéma qui synthétise en 3 points ce que c'est qu'un projet asso. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de se demander qui nous sommes. Donc de faire une définition, une description de ce qui nous anime à être ensemble, de nos valeurs, de ce que l'on représente. On ne s'est pas focalisé sur ce premier point hier, parce que ça, on va le travailler tous ensemble par la suite. Hier, on s'est focalisé sur les 2 points numéro 2 et 3. Et c'est de ça qu'on va vous rendre compte aujourd'hui. Donc, Julien Perrin, qui est délégué régional PACA, Damien Kéval, qui est délégué régional Hauts-de-France, ils vont vous rendre compte de la matinée d'hier où on a travaillé justement sur la question de qu'est-ce qui fait culture commune entre les PAEJ. Et ensuite, Mélinda Hubert, qui est vice-présidente de la NPAEJ, et Blandine Sago, qui est déléguée régionale Occitanie, vont vous rendre compte de l'après-midi où on a réfléchi à la question d'un projet associatif. Donc ce qu'on vous présente là, c'est vraiment une première brique, c'est l'image qu'on avait hier, une première brique qu'on a réfléchie, qui n'est pas du tout pour l'instant marquée dans le marbre et qu'on va retravailler avec chacun des adhérents. On va vous re-questionner, on va vous consulter sur un calendrier qui reste encore à définir, mais on va prendre le temps qu'il faut pour vous consulter et pour que ce soit un projet collaboratif et qui soit fait, qui réponde aussi à vos attentes à chacun. Voilà pour ma part, et donc je vous laisse la parole à tous les deux, Julien et Damien. Allô, allô, ça fonctionne. Alors, il faut qu'on fasse court, je crois, d'autant qu'on a eu une longue journée. Oui, 10 minutes ou 15 maxi. On va faire au mieux. Donc, pour ma part, j'ai pour mission là, de vous rendre compte un peu d'un atelier qu'on a mené dans un premier temps, qui avait pour objectif
de permettre d'exprimer à la fois nos ressemblances, nos éléments en commun et des différences, on va dire, qu'on pouvait observer entre les différents PAEJ dans des fonctionnements qui pouvaient y avoir. Alors la première chose, c'est que très clairement, c'est vraiment le côté élément en commun qui est remonté très largement de ces discussions et qui, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui peut être un peu étonnant puisque nombre de PAEJ peuvent être très récents, d'autres beaucoup plus anciens, et que finalement, notre histoire commune, elle est quelque part, elle peut être assez réduite en fait. Pour autant, on observe voilà, un grand nombre d'éléments communs. Et ça, on peut sans doute l'expliquer, ça peut-être j'y reviendrai par la suite, par le positionnement qu'on a de façon opérationnelle sur le terrain et qui nous donne probablement voilà, ces pratiques communes, en tout cas ces postures communes. Certains de ces éléments communs peuvent faire débat, mais non pas sur le fait sur l'existence même de ces éléments, mais plutôt sur leur appropriation, le contexte, comment nos contextes de travail, comment des choix aussi, quelquefois, de structures porteuses, peuvent éventuellement gêner ou pas, quelque part, leur appropriation. Sur ces éléments, il y a... alors, on va dire, donc on a identifié des pratiques. Ces pratiques sont définies par des postures professionnelles. Et il y a un élément extrêmement important qui est le fait de fonctionner dans une organisation particulière qui va autoriser déjà ces pratiques et les soutenir. Donc, concernant ces pratiques, le premier constat, c'est qu'elles sont, et là, quand je parle de pratiques, je parle concrètement de comment ça se passe, c'est extrêmement divers, varié, et on a, je pense, dans chacun de nos structures, dans chacune de nos interactions, finalement, une variété de fonctionnements, de propositions d'action qui sont en fait assez importantes. Ça correspond à des adaptations aux moyens dont on dispose et au contexte général dans lequel on évolue. Pour autant, on fait tous de l'accueil, au sens d'un accueil qui se veut donc inconditionnel, gratuit, anonyme, très souvent. Et dans ce cadre-là, on essaye généralement de mettre en œuvre une disponibilité qui soit vraiment une posture, évidemment, une capacité à entendre, je veux dire un certain nombre de choses, mais également une organisation dans notre travail à partir du moment où on accueille sans rendez-vous, on essaye d'avoir le personnel disponible pour le faire à un moment donné et où on va sur certains lieux, etc. etc. L'autre activité générale, c'est l'écoute, évidemment, qui est soutenue par la question de la libre adhésion, de la confidentialité, qui a pour objectif de construire une relation d'aide et d'écoute. Donc cette relation d'aide, d'écoute, elle a plusieurs conséquences et conditions. La première chose, c'est qu'elle construit une relation de confiance. Une relation de confiance, c'est une relation où en fait un jeune va finalement conserver autant que possible le contrôle de ce qui se joue dans cette relation. Ça, c'est quelque chose auquel on est assez attaché, évidemment, et qui favorise cette libre adhésion de toute façon, et finalement permet aux jeunes de devenir aussi un acteur finalement de ce qu'il fait. L'autre chose, c'est que s'instaure entre l'écoutant et le jeune, finalement, ou les jeunes qui sont accompagnés, une relation de loyauté, quelque part. Et quelque part, ça c'est quelque chose qui est important souvent dans nos métiers, c'est que on parle souvent d'engagement, on parle souvent de ces choses-là, et très clairement, quand on pose le terme de loyauté, derrière la question souvent c'est loyauté, mais envers qui, envers quoi, et vraiment la question du jeune, de la centralité des jeunes dans nos intentions, dans nos actions, dans notre attention, elle est primordiale.
Et enfin, sur la question de comment fonctionne une relation d'aide, finalement, dans un PAEJ, mais comme souvent, l'idée, ça va être de favoriser, finalement, le mouvement de la personne pour elle-même. Voilà, et l'aider à activer des ressources, développer ses ressources, tout en ayant en tête que, quelquefois, il va falloir quand même mettre en œuvre une assistance. Voilà, puisque quelquefois, ce n'est pas une option. Si on repère une personne en danger, on va mettre en place des choses. Donc ça aussi, c'est un engagement important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de protocole qui nous empêche, vous voyez, de faire certaines choses. Alors, il y en a quand même un peu, on a des limites, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet engagement, en tout cas, passe par le fait de quand même de ne pas laisser des jeunes dans des grandes difficultés, quels que soient finalement les moyens qu'on va pouvoir mettre en avant, qui peuvent être insuffisants, hein, toutefois. L'autre point, l'autre champ, on va dire, notre autre champ d'intervention, c'est la question de la prévention, enfin, ou la posture de prévention, qui se définit comme une prévention généraliste, voilà, un peu en distinction aussi d'autres acteurs qui interviennent sur des champs plus spécialisés. Et quand on dit généraliste, en fait, ça signifie que notre action de prévention, elle intervient sur la personne. Et donc, au sens où elle est centrée sur le jeune, sur la question de comprendre ses besoins, et que c'est à partir de là, finalement, qu'on va pouvoir construire notre action. Voilà. Que dire de tout ça ? C'est qu'effectivement, toutes ces attitudes, tous ces fonctionnements peuvent être considérés comme quasiment des valeurs, en tout cas des idéaux, et que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça reste des horizons à atteindre. Voilà. Et que dans ce cadre-là, finalement, c'est important d'avoir derrière une organisation qui va tendre à essayer de rendre concret, réel, ces processus-là. Un PAEJ, c'est une structure qui est... Alors, le terme qu'on a employé hier, c'était désinstitutionnalisé, mais organisé. Hein, voilà, comme ça. C'est une forme d'entre-deux, peut-être, pour finalement constituer un cadre permettant, en fait, un cadre suffisamment sécurisant, suffisamment contenant, pour autoriser, finalement, à aller à créer, à être créatif dans la relation, à être innovant et à aller un peu plus loin quelquefois que ce qu'on peut observer dans des cadres plus institutionnels et dans lesquels il peut exister plus de limites. Une des conditions importantes à ça, c'est, et des fois on l'entend dans le terme pluridisciplinarité, mais en fait c'est surtout le rôle de l'équipe, le fait qu'on essaye de ne pas être isolé avec des situations, que le regard d'autres collègues nous aide à construire cette relation, à y réfléchir et finalement à pouvoir être en mouvement, en fait, sortir d'une relation duel qui nous coincerait finalement dans des postures, voilà, et nous empêcherait d'agir. Et cette organisation, évidemment, doit essayer de créer un environnement favorable pour tout cela. Un environnement favorable, c'est des locaux adaptés, c'est des temps de travail adaptés, c'est, on l'espère, une équipe suffisamment nombreuse, voilà, tout ce genre de choses pour lesquelles on a vraiment besoin de nos partenaires institutionnels. Le dernier point que je voulais amener, alors c'est pas quelque chose qui est ressorti pendant l'atelier, mais qui me semble être intéressant quand même du point de vue des spécificités des PAEJ. On débattait sur un autre sujet, en fait, hier, à un moment donné, sur la question de notre légitimité. Et on débattait sur le thème d'expertise, qui posait problème. Voilà. On ne savait pas si on voulait se revendiquer expert. Et en fait, il y avait un peu... Comment dire, il y avait un peu une question de savoir si nous disposons d'une compétence particulière qui nous permet de parler de la jeunesse, ou si finalement, c'est pas
et où d'ailleurs, ça peut être tout à fait les deux, mais en tout cas qu'il n'y a pas un autre élément important qui est celui tout simplement de notre positionnement en fait, d'un positionnement qui est au plus près des jeunes, voilà, dans l'idéal, au plus près des besoins en tout cas, et que cette posture d'un acteur qui est un peu en prise avec les difficultés auxquelles on veut s'attaquer, qui ne prend pas trop de recul finalement quelque part, enfin, ou qui au moins se prend le temps à un moment donné d'y retourner au charbon quelque part. C'est pas quelque chose qui est distinctif peut-être aussi à un moment donné de nos modes d'action. Voilà. Et voilà, et simplement juste, parce que ça c'est une réaction un peu par rapport à, je sais je prends trop de temps, c'est par rapport à ce qu'on s'est dit, ce qui s'est dit aussi ce matin. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même repéré aujourd'hui par certains acteurs institutionnels, dans les termes qui ont été utilisés ce matin, il a beaucoup été question de savoir-faire, d'implication finalement au plus près, et je pense que c'est voilà, dans ce travail d'acculturation, au moins on va dire il y a une partie de nos partenaires qui l'ont compris. Voilà, je vais laisser la parole à Damien maintenant. Merci. Et juste en faisant la transition, effectivement, on a questionné plusieurs termes hier. Donc l'idée, ce serait qu'on arrive à donner des définitions qui sont des définitions acceptées par l'ANPAEJ, donc l'ensemble des adhérents. Donc on va rediscuter ces termes-là. Julien parlait de la prévention. Qu'est-ce que c'est pour nous que la prévention? L'accueil, qu'est-ce que c'est que l'accueil pour des pratiques PAEJ? Et donc ça va être aussi un travail qu'on aura à faire de définir ces termes-là et de faire un consensus qui permette après aussi de... C'est aussi une autre forme de sécurisation dont tu parlais, de comment les professionnels sont soutenus et sécurisés. Ils auront des termes qui auront été en quelque sorte validés communément par la NPAEJ. Voilà. Ok. Alors, quelle collaboration avec les partenaires? On était parti au début sur la notion de visibilité, lisibilité, tout ce qui est hanté. Et dans cet atelier, enfin pas dans cet atelier, pardon, dans le groupe de travail d'hier, qui a réuni, pour le resituer, en fait, des membres du CA, des délégués régionaux, on s'est mis d'accord sur du commun. Ça a été très très vite plutôt sur un retour comme ça dans la dynamique. Évidemment, il y a des points où on n'est pas tous d'accord, mais quand même, ce que je vais vous restituer, c'est plus le commun. Voilà, ce qui fait commun entre tous les PEJ, etc. Alors, comme vous le savez, évidemment, ce que je vais vous dire, certains en réaction vont dire « bah ouais, c'est facile, mais nous, on n'est que 0,05 ETP, donc on n'y arrivera jamais ». Mais on n'est pas tous dimensionnés pareil, et peut-être que la restitution peut être aidante. Nos PEJ pratiquent l'aller vers... Moi, j'ai pas de téléphone, en fait. Je sais pas, il faudrait que tu me dises comment tu utilises ça. Excusez-moi, moi, je suis encore crayon papier. Alors, les PEJ pratiquent l'aller vers, sont inventifs, créatifs, afin d'être présents là où se situe la demande des jeunes et de l'entourage, et évidemment de la famille. Alors, pour cela, les PEJ ont besoin de réseaux et d'appui. Hein. Ils ont besoin d'être en complémentarité, ça va, je l'ai bien resitué celle-là, et d'être en complémentarité constante. C'est une complémentarité constante, on n'est pas complémentaire une fois, deux fois, on essaye de l'être tout le temps, on est en interface tout le temps avec notre réseau, afin de réaliser ces missions. Évidemment, selon comment on est taillé en tant que PEJ. Alors aussi, les PEJ s'appuient sur un référentiel, sur des valeurs. C'est un peu ce que tu disais. Hein. On a tous des valeurs, on se reconnaît, nous, en tant que PEJ, dans ces valeurs-là. On a une posture professionnelle de relation d'aide et d'écoute qu'on sait peut-être dire, peut-être pas qu'on sait encore l'écrire, mais en tout cas, voilà. Et des savoirs communs. Ces appuis sont fédérés aujourd'hui par la NPEJ. C'est une structuration nationale. Donc les PEJ peuvent s'appuyer là-dessus, sur cette structuration nationale, qui est déclinée de plus en plus sur des dynamiques régionales, certaines installées depuis longtemps, d'autres en train d'être mises en place. C'est ce qui est important. Avec des délégués régionaux, il en manque, hein, donc c'est un appel à candidature, je peux le faire. Voilà. Donc on s'appuie sur ça, sur un référentiel, sur des valeurs, mais aussi au niveau local, sur les territoires.
chaque PEJ sait faire vivre son réseau en associant son partenariat, par exemple dans les copiles, par des événements, par du festif, par des supports numériques, on en a encore parlé tout à l'heure dans l'atelier, des sites comme les sites, ça peut être un site associatif, les pages Facebook, Snap, LinkedIn, etc. Je le dis mal, mais bon, voilà. J'y arriverai jamais en fait. Par le développement de projets, appels à projets. Bah oui, malheureusement, quelquefois on fait 10, 15 appels à projets. Mais tout ça, ça crée aussi du partenariat. Donc il y a le côté négatif où ça prend du temps, il y a le côté extrêmement pénible parce que du coup tu rends compte de diverses manières l'activité. Mais c'est aussi un facteur de partenariat et en ça c'est intéressant. Oui, des appels à projets pour boucler les budgets. Voilà. Dans la pratique quotidienne, le réseau est nécessaire afin de réaliser des co-accompagnements aussi. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais je parle de co-accompagnement. Pourquoi ? Sans provoquer à nouveau de nouvelles ruptures. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'adresser un jeune qu'on accompagne depuis 3, 4 mois, voire un an, et enfin il se décide à aller passer la porte à la mission locale. Il ne s'agit pas de dire « Bon, ben, ça y est, maintenant tu es à la mission locale, salut ». D'ailleurs, c'est le jeune lui-même qui va décider de ça. C'est peut-être, en tout cas, c'est la position du groupe d'hier. Donc, orientation vers la psychiatrie, vers les dispositifs de remobilisation à l'emploi, c'est bien dit, hein, avec l'éducation nationale et globalement vers les dispositifs spécialisés, la santé par exemple, et de droit commun. Aussi, face aux demandes des partenaires, quelquefois, les PEJ tiennent toujours à s'interroger sur les limites de nos interventions. Est-ce qu'il faut y aller, en gros ? Un appel à projet pour trouver du fric ou un appel à projet vraiment pour que ça ait du sens ? Et du coup, alors si le PEJ est en réseau et en complémentarité constante, donc il a besoin des autres pour pouvoir s'appuyer, c'est aussi un PEJ comme un appui aux partenaires. Un PEJ comme appui par sa structuration, ses méthodes d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et globalement de prévention des ruptures. Le PEJ est aussi un appui pour ses partenaires, son réseau. Être un appui par notre connaissance très spécifique du public. Nous pourrons proposer du diagnostic, on en parlait déjà tout à l'heure et ce matin, notamment et surtout qualitatif. On peut donner des chiffres, hein, ça on peut faire 1, 3, 20, bon enfin voilà. Les PEJ savent reconnaître les problématiques d'une jeunesse qualifiée quelquefois d'invisible. On les rencontre, les invisibles. Celle aussi qui est en défiance des institutions. Ça, le savoir-faire des PEJ, on est là pour ça aussi. C'est être aussi un appui par l'identification des besoins. Ben forcément, quelquefois, on a des adresses de CMP, d'autres structures qui sont engorgées, on en a encore parlé tout à l'heure. Et donc, on sait du coup, on a une visibilité sur le manque qu'il y a à avoir sur un territoire. Manque d'emploi de CMP, bon, ça, tout le monde le sait. Mais quelquefois, peut-être qu'on compte trop sur le CMP pour résoudre des problèmes que peut-être les structures sociales pourraient régler. J'en suis où ? Voilà, ici, voilà. Par l'identification des besoins ou des manques sur un territoire, donc le logement par exemple, sur certains territoires c'est extrêmement compliqué. Et puis, on est aussi un appui par notre présence dans les instances locales. Il ne faut pas hésiter à y aller, même si c'est chronophage. Quelquefois, on peut penser ça en termes d'investissement de temps. Pas financier, hein, mais de temps. Afin de participer, d'apporter notre diagnostic, la réalité du public jeune que l'on rencontre, des 12-25 ans, un peu en dessous et un peu au-dessus, et aussi de la famille et des parents. Voilà. Alors, pour être synthétique, hein, maintenant que les PEJ ont gagné en visibilité, parce qu'on a parlé de visibilité toute la journée, ça y est, on est visible, on pourrait dire que les PEJ sont des organisations identifiées, mais aussi des institutionnalisées. Je reprends un peu ce que tu avais dit, c'est bien de le resituer, je pense, qui sont clairement des appuis et situés dans un réseau d'appui. Voilà. Merci à tous les deux.
Donc on comprend bien l'intérêt aussi de faire un réseau et d'incarner ce réseau national, c'est qu'on re-questionne à la fois des terminologies et des postures et des engagements professionnels. Donc c'est ça aussi l'intérêt de lancer cette consultation dans le cadre du projet associatif qui va nous être, enfin en tout cas les échanges d'hier vont nous être proposés maintenant. C'est vraiment un temps qu'on veut pour mettre en avant l'intérêt du réseau national des PAEJ. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, on va vous faire une présentation à 2 voix pour être hyper dynamique pour cette fin de journée. Et moi, je suis la porte-voix d'Antonia Dandé, qui est ma co-déléguée régionale Occitanie, qui a dû partir à l'instant parce que le dernier train pour Béziers n'attend pas. Donc, j'étais pas là hier, mais elle m'a tout écrit. Je vais faire pour le mieux et vous lire ce qu'elle vous propose en synthèse de vos travaux. Donc, je fais l'introduction, puis je te passe la parole. En préalable aux éléments de synthèse que nous allons vous présenter, il nous a semblé important de poser la facilité avec laquelle nous avons établi un consensus sur nos valeurs communes. C'est fort de cet acquis que nous avons identifié 2 besoins fondamentaux pour consolider la qualité des pratiques des PAEJ au service des jeunes et des familles. Premièrement, la nécessité de théoriser et, deuxièmement, la nécessité de formaliser nos travaux. Ces 2 besoins structurent la première orientation qui sera présentée. Le deuxième axe est également structurant et fortement dépendant de l'actualité liée à l'agrément et aux nouvelles modalités de financement. Alors, sur le premier axe, fédérer et valoriser une culture commune, je te passe la parole. C'est mieux. Donc, pour fédérer et travailler notre culture commune, nous étions partis sur déjà les 3 incontournables qui constituent le point d'accueil des coups de jeunes, c'est-à-dire l'accueil, l'accompagnement et le travail à l'autonomisation des jeunes. Alors, pourquoi ? En théorisant notre savoir-faire, cette étape-là nous donnera en fait une légitimité pour avoir une parole d'expert sur les diagnostics des jeunes et de leurs usages, et aussi sur les modalités d'accompagnement. Cette théorisation aura pour objectif d'illustrer nos spécificités, nos singularités vis-à-vis de nos partenaires, mais également de nos financeurs. Et cette théorisation permettra également de rendre visible, lisible, l'utilité sociale des PAEJ. Et enfin, cette démarche permettra de représenter et de soutenir les politiques jeunesse en étant présent dans ces instances, si on est invité évidemment, mais en général on l'est, et on y porte notre parole. Alors comment on va s'y prendre? Premièrement, en partageant des espaces de réflexion et d'élaboration. C'est ce qui se fait déjà d'ailleurs à travers nos webinaires, les journées régionales et nationales et le futur outil numérique Talkspirit qui pourrait être alimenté par tous. Alors, on passe au second axe, vous avez suivi, il y en a 2, définir les conditions de mise en œuvre d'un PAEJ. Alors, pourquoi ? Pour respecter nos valeurs, nos principes, tout en assurant la réalisation effective et efficiente de nos missions. Ce travail s'inscrit dans la mise en œuvre du référentiel, en tenant compte, évidemment, de ce dernier. Pour exemple, la pluridisciplinarité, c'est quelque chose, il y a même eu un atelier ce matin et le même cet après-midi, qui nous anime, puisqu'il y a quand même pas mal de PAEJ qui sont constitués exclusivement de psychologues. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre la pluridisciplinarité, la constituer en interne aussi, et pas uniquement se poser ou la maintenir telle que certains l'ont définie en l'ayant expérimenté en externe. Alors, comment ? Oui. Alors, comment ? Par une gouvernance horizontale. Marc Lauré l'a dit.
nous avons une culture de la co-construction. Je crois qu'on l'a bien acquis. Deuxièmement, par des PAEJ structurés en complémentarité avec des pluridisciplinarités et des moyens en fonction support. Sans commentaire. Ensuite, en créant des espaces de réflexion sur nos pratiques, réunions cliniques, supervision, analyse des pratiques professionnelles, groupes d'échange de pratiques. Ensuite, en se donnant les moyens de proposer des critères, des modalités d'évaluation qui soient à notre image et donc à l'image de nos pratiques et dans le respect des jeunes. Voilà, par exemple, faire un arbre à parole plutôt qu'un témoignage direct d'un jeune. Voilà, ce qui avait été évoqué. Cette réflexion sur l'axe conditions de mise en œuvre des PAEJ n'a pas pu faire l'impasse sur nos inquiétudes relatives aux écarts qui subsistent entre les propositions issues des travaux de l'ANPAEJ et ce qui nous est proposé comme financement. Marc Lauré l'a évoqué en introduction. Nos capacités à rester attractifs dans nos métiers, l'équilibre financier de nos PAEJ et surtout leur pérennité sont conditionnés par nos moyens financiers. Notre inquiétude concerne le cofinancement, mais aussi le prix plafond par ETP, le financement du Ségur pour tous, qui fait désormais l'objet d'un arrêté. C'est moi ? D'accord, pardon. Alors, avec qui réaliser tout cela ? Nous avons insisté sur le travail collaboratif. Le projet associatif s'appuiera sur une de nos forces collectives qui est l'engagement de chacun et de tous. Les parties prenantes seront tous les adhérents et membres de l'ANPAEJ, CA et salariés ANPAEJ, CA et salariés des PAEJ. Les espaces collaboratifs sont déjà structurés à l'ANPAEJ et le projet associatif s'appuiera dessus. Il y a des commissions issues du CA, les délégués régionaux, les salariés administrateurs des PAEJ. Et l'équipe l'équipe de salariés de l'association nationale. Je n'avais pas dit. Oui, si, mais je pense que ça va dans le pot. Mais bon, on est là aussi, effectivement. Merci. Donc, voilà, je ne sais pas, on a un petit temps là maintenant pour des échanges avec vous, des réactions, des questions, comme tout à l'heure. Pour synthétiser un petit peu tout ça, on a vraiment entamé cette réflexion-là. On a, comme ça a été bien rendu par vous quatre, il y a des choses hier qui nous ont même un peu surprises dans le sens où les choses sont arrivées très vite et très facilement, des consensus sur certains objectifs des PAEJ. On a perçu aussi que parfois il y avait peut-être une difficulté de certains professionnels PAEJ de dire ce que c'est qu'un PAEJ, pas seulement leur PAEJ, mais un PAEJ en général, et donc de faire des liens justement entre nous tous et d'identifier des choses communes. Donc c'est aussi ça un axe de travail qu'on va mettre en place pour permettre d'avoir cette assise-là qui viendra effectivement être en balance avec le référentiel national d'agrément et qui pourra être voilà, ce que nous, en tant qu'association nationale, en tant que professionnels, en tant que gouvernance, on met dans le PAEJ, dans les pratiques, dans les modalités d'accueil, d'écoute, etc. Donc c'est quelque chose qui va être, je vous le disais, développé sur un calendrier de au moins plusieurs mois, voire un an, voire plus. On va déterminer ça par la suite pour qu'on soit vraiment nourri et que donc on se fixe ensuite des axes et des actions à mettre en place dans le cadre de ce projet associatif. Voilà, je vous redonne la parole si vous voulez re-questionner ou réagir à ça. Et on va passer le micro aussi comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir ? C'est bientôt la fin, mais bon, voilà. Hein. Profitons des dernières minutes.
Oui. Oui, vous avez évoqué plusieurs fois la question de la désinstitutionnalisation. Est-ce que vous pourriez préciser, parce que du coup, j'en ai pas tout à fait la même lecture. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre? Alors, ce qu'on entend en fait au travers de ce terme, je vais dire ce que j'en entends moi, mais je laisse les uns et les autres réagir là-dessus, on va dire, pour être plus précis. Moi, ce que j'entends, c'est l'absence ou les faibles procédures d'entrée, par exemple, dans nos dispositifs. Voilà. Ça, il me semble que c'est important. C'est-à-dire que la facilité d'accès, le fait de ne pas forcément... Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans tous les PEJ. Il y a des PEJ qui s'organisent de façon différente, hein, attention. Mais qu'en tout cas, il y a une tendance, évidemment, un idéal qui correspondrait à un accueil immédiat, voilà, le plus spontané possible d'une demande, et que finalement, de cette demande peut émerger d'autres besoins dans la discussion, de façon libre, un peu comme ça pourrait avoir lieu finalement ailleurs, quelque part, dans n'importe quel autre lieu. Mais qu'en tout cas, on crée les conditions les plus favorables à ce genre de choses. Pour vous donner un exemple que je connais, qui est celui de l'espace santé jeune, donc le PAEJ espace santé jeune de la Ciotat, on a très clairement remarqué que le fait d'avoir un lieu lumineux, tout simplement, créait tout de suite des conditions mettait en condition les personnes pour plus facilement évoquer leurs difficultés. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a des choses extrêmement simples comme ça. Ça, c'est pas des choses qui sont très bien pensées toujours, visiblement, dans un hôpital, dans des institutions très structurées, dans un certain nombre de choses. Et l'autre chose auquel je pense là-dedans, c'est que qui dit absence de, entre guillemets, protocole, etc., ça pointe aussi l'idée quand même que les rôles des uns ou des autres ne sont pas, on va dire, les champs de compétences ne sont pas définis par des champs de compétences extrêmement précis. On est tous écoutants, accueillants pour beaucoup. Vous voyez, en tout cas, il y a un ensemble de fonctions qui souvent se recoupent, se rencontrent, et qui permettent en fait aux uns et aux autres finalement d'être engagés de façon un peu similaire autour des différentes situations. Et que quelque part, la responsabilité qu'on va avoir envers un jeune, finalement, cet engagement est très rapidement collectif, celui d'une équipe, et non pas celui de telle partie finalement qui représenterait l'institution. Oui, ce n'est pas, voilà, c'est pas, voilà. Moi, j'entends surtout de ce côté-là. Et dernier point, quand on est désinstitutionnalisé, on est aussi un peu plus... on a dit liquide ce matin. Liquide, pâte à modeler peut-être, on va dire, vous voyez, malléable en tout cas, et les choses dans la dentelle, merci. Voilà, les Hauts-de-France sont là. En tout cas, voilà, on a une capacité forcément plus facilement à faire bouger des fonctionnements, à les faire évoluer, y compris au coup par coup, en fonction des situations. Voilà. Est-ce que vous voulez... Oui, c'est bien, protéiforme aussi. Est-ce que merci. vous voulez rajouter des choses? Ouais. En fait, l'idéal, hein, ça dépend des locaux, etc., mais ça serait quand même que le jeune puisse rentrer dans le PEJ, dans ton PEJ, pouvoir s'asseoir, dire bonjour, et pas forcément qu'on jette dessus en disant « Bon alors, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Oui, j'ai une grille à remplir. Je te donne un rendez-vous alors pour le premier accueil. On va remplir un document individuel de prise en charge, loi de 2002. Et puis on va définir ensemble des objectifs qu'on va valider, évaluer dans 3 mois, et on verra si à nouveau on continue, etc. » Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. Oui, signer le droit à l'image aussi. Donc on n'est pas du tout dans ce concept-là, en fait. Et plus certaines structures parlent de à bas seuil, par exemple. Tu viens comme tu es. Tu viens bourré, tu viens angoissé, tu peux pas rentrer, mais on va prendre les moyens de discuter sur le pas de la porte. Tu peux pas sortir de chez toi, mais on vient te voir au domicile et peut-être t'emmener
dans une voiture, discuter, etc. Et on va voir au fur et à mesure si tu peux vraiment sortir de chez toi ou c'est vraiment impossible. Enfin voilà, donc place à la créativité, place à l'adaptabilité et de pensée utile pour le jeune. Très pragmatique en fait, c'est pas forcément des concepts philosophiques. Après, chaque institution est sans doute différente. Et puis, il y a le côté désinstitutionnalisé, mais organisé quand même. Organisé, parce qu'on se parle, si tu as la chance d'avoir une équipe dans ton PEJ, avec des temps de réflexion, avec des temps de discussion de pratique, etc., de décision, est-ce que je suis référent, je ne suis pas référent, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà un aperçu de la désinstitutionnalisation. Mais ça va faire partie aussi des éléments à construire ensemble. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui. D'ailleurs, le temps du déplacement, désinstitutionnalisation, ça va aussi avec déspécialisation. C'est-à-dire que ce qui est premier dans l'accueil, ce n'est pas la spécialité ou la technique du professionnel. Moi, en fait, je me confronte un petit peu avec cette journée-là de réflexion à une espèce de paradoxe de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire quand le concept des PAEJ, quand le label PAEJ a été créé, il y avait beaucoup d'associations qui faisaient quelque chose qui s'en rapprochait, et donc on est venu à poser ce label un peu sur différentes associations, etc. Et je me suis rendu compte au fil de la journée, donc vous l'avez évoqué un peu sur les points communs et les différences dans les pratiques, que à un moment ça a été évoqué dans le groupe dans lequel j'étais cet après-midi, que finalement il y a des PAEJ qui sont tellement, c'est devenu, le PAEJ c'est devenu tellement malléable et tellement justement liquide, pâte à modeler, protéiforme, que ça n'a plus vraiment de forme, c'est-à-dire que ça prend la forme que le financement justifie. Et donc, on s'est retrouvé avec des PAEJ qui étaient en fait le psy de la mission locale, avec des PAEJ qui étaient en fait une espèce d'extension d'un autre truc qui existait déjà, mais comme c'était trop cher que le truc en question paye un psy ou un éduc, hein, on s'est dit, ah mais non, mais regarde, il y a un appel à projet. Et donc, en fait, on a des espèces de machins qui n'ont plus vraiment de forme, mais qui ont toujours ce label PAEJ, parce que là, la question se pose, pourquoi ? Enfin, non pas qu'il fallait l'enlever, mais à un moment, on se dit, mais du coup, c'est quoi concrètement un PAEJ ? Ce qui fait qu'on se perd dans la définition même du PAEJ. Des années plus tard, on se retrouve avec des professionnels dans ces PAEJ qui ne peuvent plus définir ce que c'est qu'un PAEJ. Par contre, ils peuvent dire, mon PAEJ à moi, c'est ça. Mais alors, à l'échelle française, j'en sais fichement rien. Et donc après, je me dis, le fameux serpent qui se mord la queue, comment on peut demander à des financeurs, on en revient au début, de financer un truc qui n'a pas de définition, si ce n'est que du coup, on a envie de dire, moi j'ai envie de monter un centre dans lequel je vais prendre un éduc en libéral, un psy en libéral, un infirmier en libéral, on fera des réunions quand même de temps à autre, mais comme c'est bien de se faire financer, je vais demander le label. Et voilà, il y a cette espèce de truc où on se dit, ouais, mais donc en fait, trop de malléabilité, ça fait que n'importe quoi peut être PAEJ, et donc c'est difficile de se faire financer un truc comme ça. Donc je suis un peu perdu moi avec tout ça, j'avoue. Oui. Alors déjà, jusqu'à présent, il n'y avait pas de label. C'est ça aussi qui fait qu'on pouvait s'appeler PAEJ soi-même en le décrétant. Donc là, l'arrivée du référentiel va apporter ce cadre-là quand même. C'est ce qu'on se disait un peu ce matin, que disait la Madame Choquer-Marchand de la CNAF, c'est que oui, ça fait bouger les choses. Quand on fait bouger les choses, il y a toujours des endroits où ça tangue, voilà, ça coule un peu, ou ça boit la tasse, et puis après ça se remet, c'est ça l'objectif. Donc il y a ce mouvement-là qui est lancé pour essayer de clarifier des choses en commun, c'est ça aussi qu'on évoquait là, des choses en commun. Il y aura toujours les différences et la diversité, on ne peut pas la supprimer, ça n'aurait pas de sens, puisqu'il y a toutes les spécificités territoriales, etc., qu'on connaît. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir des diversités, c'est même une force, mais il faut qu'on arrive, nous... Alors, peut-être que vous avez l'impression qu'on va refaire un travail, mais après, quand on est dans un réseau comme ça, le travail, il faut le faire en continu, de se définir, de voir comment les choses évoluent en fonction peut-être de nouvelles préoccupations, de nouvelles problématiques qui émergent, etc. Donc, voilà, il ne faut pas voir ça comme un truc sans fin de manière négative. Il faut voir ça, je pense, comme
l'intérêt aussi d'un réseau national qui est de re-questionner sans arrêt pour être sûr qu'on est à l'instant T en adéquation avec voilà, les problématiques, les jeunes, les publics. Mais donc la désinstitutionnalisation dont on parlait passe par une réinstitutionnalisation, donc par une redéfinition d'un socle solide commun pour à peu près se dire on a des oui, mais voilà les ça critères. C'est pas une institutionnalisation pour moi. C'est la désinstitutionnalisation, c'est la façon dont on accueille, c'est la façon dont les professionnels ils sont préparés à laisser la place ou l'espace aux jeunes qui arrivent, à accueillir le jeune tel qu'il est. Donc, en gros, en théorie, quand on est professionnel PAEJ, on ne sait pas ce qui va se passer. Le jeune, il arrive et on s'adapte au fur et à mesure et on répond avec le jeune. C'est plutôt ça pour moi la désinstitutionnalisation. Le fait d'avoir un cadre commun, des missions communes, ça c'est de l'ordre de... Alors, je sais pas... des pratiques, enfin du cadre et de comment on se définit. C'est différent de la... Je ne sais pas si je suis clair. Vas-y. Oui, je veux bien. Alors, oui, je voulais intervenir sur cette idée parce qu'effectivement, enfin, j'entends complètement le risque, entre guillemets, là, dont on parle, et qui est réel, et qui est existant, et qui nous peut paraître voilà, nous mettre en insécurité. Pour autant, c'est effectivement aussi là où on nous attend. C'est-à-dire que quelquefois, pour être au plus près, il faut effectivement avoir ce côté malléable. Sinon, on ne va pas au plus près. Mais en même temps, c'est le propre de toute action de médiation, en fait, enfin, de mon point de vue en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entre voilà, quelque chose comme les jeunes, les jeunesses, les jeunes... Et de l'autre côté, un ensemble de le droit commun, les services, enfin, tout ce qui pourrait leur être utile quelque part, ou qu'on les accompagne sur ce chemin, en tout cas, on se risque en fait à faire bouger finalement les fonctions des uns ou des autres. Voilà. Et par exemple, la question c'est... je disais tout à l'heure, alors ok, la relation d'aide, effectivement, c'est d'activer des ressources, mais quelquefois, c'est aussi de porter assistance. Voilà. Donc, les choses bougent, en fait. Voilà. Vis-à-vis d'un jeune, par exemple, peut-être on va être moins gêné, par exemple, de se dire, et encore, je ne sais pas, mais quelle est notre limite dans l'accompagnement d'un jeune, etc. La question se pose exactement de la même façon du côté des professionnels, de nos partenaires. Voilà. À quel moment... par exemple, moi, psychologue en PAEJ, je suis dans la psychothérapie, c'est-à-dire finalement quelque chose qui relèverait plutôt d'un psychologue libéral, d'une structure de type CMP, etc. Voilà. À quel moment j'y suis, en fait. Et clairement, cette frontière est mobile. Voilà. Pour autant, on a le droit à un moment donné, parce que c'est notre ressenti, de dire... Bah là non, là en fait là je vais m'arrêter là. Enfin non pas que j'arrête tout puisque le maintien du lien est extrêmement important, mais je vais t'orienter vers quelqu'un qui va pouvoir te suivre au long cours par exemple et te proposer un cadre qui me semblera plus adapté. Voilà. Donc je pense que, enfin voilà, ça c'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait si on se sent pas à l'aise, je veux dire c'est pas forcément toujours effectivement. On pourra toujours se référer à des cadres, à des choses, et effectivement, là, c'est un peu l'objet là, de réactiver ces cadres aujourd'hui dans le travail du projet associatif, et un cadre qui finalement ne soit pas que le référentiel. Voilà, puisque c'est très bien d'avoir un référentiel, d'avoir ça, mais il faut aussi qu'on s'auto-définisse. Sinon, on va effectivement devenir des prestataires de services dans un certain cadre, et on risque surtout de devenir, étant donné les logiques de cofinancement, des prestataires de services multiples et sans savoir où on va. Voilà. Et effectivement, il y a un vrai risque. Donc quelquefois, il faut aussi, j'ai envie de dire, se faire confiance sur est-ce que je suis à l'aise dans ce cadre, est-ce que j'y suis pas, et exprimer à chaque fois les limites où on va. Et ça fait partie de cette flexibilité aussi, quelque part, de remettre un peu de rigidité des fois, parce qu'en fait, c'est ce qui permet au reste de s'adapter. Voilà. Un exemple, une chose qui a été discutée en long, en large et en travers depuis plusieurs années, on considère que les PAEJ sont souvent, dans beaucoup de lieux, des salles d'attente des CMP, on dit des fois. Vous voyez. Si on ne porte pas auprès des CMP les besoins en termes d'accompagnement sur les questions des troubles psychiatriques, voilà, manquants, on ne fera jamais exister le problème. Voilà, donc on ne doit pas
encaisser ces accompagnements, je parle de façon très théorique, il faut qu'on les renvoie vers eux. C'est évident, vous voyez. Les renvoyer, ça ne veut pas dire abandonner le jeune à la porte du CMP en lui disant bah, t'attends là jusqu'à ce qu'on te prenne. Hein. Voilà, les choses se travaillent aussi en partenariat avec les CMP. Mais à un moment donné, c'est-à-dire qu'effectivement, si on éponge les besoins de tout le monde, on ne s'en sortira pas. Et pour ça, en fait, voilà, il faut qu'on pose nos limites. Et il faut qu'on... C'est pas parce qu'on est effectivement à la lisière de toutes ces institutions, de tous ces fonctionnements, que pour autant, on doit être un acteur passif qui va... ouais, au contraire, il faut qu'on aide tout ça à fonctionner correctement aussi. Voilà. C'est notre responsabilité, je pense, dans le partenariat, et c'est un peu aussi ce que tu exprimais tout à l'heure. Merci. Alors, s'il y a une dernière question rapide, on prend 1 ou 2 minutes. Ou si l'appel de la fin de journée est trop fort, alors on va en rester là pour cette table ronde. Bon. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir rendu compte de tout ça. Donc on va vous formaliser aussi un petit peu voilà, ces comptes rendus. On reviendra vers vous, je vous l'ai dit, pour la suite. Mélinda, tu restes avec moi. Et c'est Mélinda qui va conclure en quelques mots cette journée. Donc pour conclure la journée, comme vient de le dire Michael, moi je voulais vous dire quelques mots. Ces rencontres, elles ont d'abord et avant tout l'ambition de se rencontrer. Je trouve qu'aujourd'hui, c'était plutôt réussi. On a quand même été 230, enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais on était un bon groupe. Elles ont également l'ambition de partager nos expériences pour élargir nos champs de vision et pour nous donner des idées pour la suite. Je trouve que ce qui s'est passé dans les ateliers a quand même permis comme ça de bien partager, mais aussi de nous rassurer et de nous motiver. Alors rassurer, je ne sais pas trop, mais motiver certainement. Alors espérons que nous avons réussi notre pari et que vous repartirez toutes et tous plein d'énergie et de projets. Je dois aussi remercier, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Donc j'aimerais remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée. Donc merci d'abord aux personnes, aux animateurs, aux éducateurs, aux psychologues, aux coordinateurs, aux chefs de service, aux directeurs, qui œuvrent au sein du réseau de l'Association nationale des PAEJ et qui, en plus de leur mission quotidienne, ont contribué à la préparation de cette journée, ont animé des ateliers, ont été les rédacteurs des ateliers, ont apporté leurs témoignages, ou ont présenté en plénière la restitution de notre groupe de travail d'hier. Je voulais dire aussi un grand merci à l'équipe des salariés de l'Association nationale des PAEJ, Clément, Christine, ils ne sont pas là, ils sont dehors, ils doivent certainement continuer à accompagner ou à rendre les bagages, enfin s'occuper du vestiaire, et à Michael évidemment, qui est là, pour leur énergie, leur optimisme et leur engagement. Je remercierai également Marc, qui est un président disponible et particulièrement présent, malgré et notamment lors des derniers moments de turbulence qu'on a traversés. Enfin, je remercierai les invités qui ont été présents ce matin en plénière, même s'ils ne m'entendent pas, on peut leur dire merci. Et puis ils ont, je trouve, dit des choses quand même très intéressantes ce matin. Ils nous ont apporté des paroles soutenantes, notamment à l'égard de nos actions, tout en nous donnant ou en nous rappelant les orientations nécessaires à opérer. Merci enfin au personnel du ministère de nous avoir accueillis pour la seconde fois et d'avoir partagé son self. Voilà, parce qu'on a quand même un peu squatté là-bas à midi. D'ailleurs, au sujet du self et du ministère, on revient l'année prochaine, puisqu'on a décidé et arrêté la date
de 2025. Et donc, on se retrouvera ici le 21 novembre prochain. Enfin, pas prochain, 2024, mais 2025. Voilà. Je dois vous dire également qu'une synthèse de cette journée vous sera transmise prochainement. Et puis d'ici là, des rencontres régionales seront organisées sur dans différents territoires et sur plusieurs régions. Là aussi, l'équipe des salariés de la NPAEJ vous tiendront informés. Et puis maintenant, bon retour à toutes et tous et à l'année prochaine.